Salut à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de Mature Dev. Le podcast Mature Dev aide les développeurs à lancer leurs propres projets et à en vivre en générant des revenus récurrents afin qu'ils soient libres de vivre la vie qu'ils souhaitent sans être limités par des horaires ou un lieu de travail. L'objectif d'un mature développeur n'est pas de lancer une startup qui, après de nombreuses années de stress, de travail acharné et avec de la chance, lui rapportera peut-être des millions. Un mature développeur lance un projet moins ambitieux, mais qui répond à un besoin spécifique pour une clientèle ciblée qui sera donc heureuse d'acheter son produit. Il maximise ainsi les chances de réussite et limite le temps investi. N'oubliez pas de vous abonner et de visiter le site demature.dev. Vous y trouverez toutes les informations sur les différents épisodes ainsi que des ressources à télécharger. Je suis Anthony Huckmes, développeur et entrepreneur passionné, et aujourd'hui, je reçois François-Guillaume Ribreau. Il va partager avec vous son parcours de développeur et d'entrepreneur et notamment vous parler de ses 2 projets SaaS qui lui génèrent 5 000 € mensuels de revenus récurrents. Alors ces 2 projets SaaS, comme vous allez le voir, ciblent les développeurs. Il va vous expliquer qu'il a créé ces 2 projets par passion pour apprendre de nouvelles choses et qu'il n'a jamais fait de marketing, mais que malgré tout, il a pu générer des revenus. Et pour finir, il nous parlera de la vente d'un de ses projets qui arrive en fin de vie. Welcome to the Mature Developer Podcast. Salut François-Guillaume, et un grand merci de me rejoindre pour cet épisode de Mature Dev. Salut. Alors, est-ce que tu pourrais peut-être commencer par te présenter, donc de nouveau en tant que développeur, en tant qu'entrepreneur, nous dire les projets sur lesquels tu as travaillé, peut-être les langages avec lesquels tu développes? Oui, alors du coup, je m'appelle François-Guillaume Ribreau. Je me qualifie plutôt de full stack CTO slash hacker. On y reviendra, mais voilà, donc avant tout développeur. Du coup, j'ai créé plusieurs SaaS, l'un qui s'appelle Redsmin, donc on monte à 2012. En 2012, je cofonde une startup en sortant des études qui s'appelait Bringer, et ce qu'on faisait, c'est qu'on captait ce qui se passait sur les réseaux sociaux, et moi, ce qui m'intéressait en tant que CTO slash dev sur le projet, c'était de gérer du flux temps réel, d'aller pomper un peu ce qui se passait sur les réseaux. C'est du temps où Facebook avait une API pour accéder aux posts publics, donc on était un peu en mode Big Brother à l'époque. Et en parallèle de ça, du coup, ça va sans doute parler aux devs qui nous écoutent. Pour gérer tout ce flux de données en 2012 en temps réel, j'avais monté un cluster Redis et j'avais besoin d'un outil pour administrer ça. Et or, les outils de l'époque en open source n'étaient pas tous buggés, ils fonctionnaient pas comme je le souhaitais. Donc je me suis dit, bon, je vais faire mon propre outil, mon propre SaaS. Et en fait, c'est devenu un SaaS d'ailleurs, qui s'appelle Redsmin. Et en fait, Redsmin, du coup, depuis 2012, je le maintiens. C'est ce qu'on appelle un SaaS d'indie hacker, donc c'est un système autonome. Je suis le seul à le maintenir, à gérer de bout en bout le développement, la commercialisation, etc. Et qui permet de maintenir du Redis, de monitorer du Redis en temps réel, de l'administrer, etc. Donc du coup, j'avais un problème en tant que cofondateur d'une startup que j'ai résolu en développant un autre outil qui permettait de gérer le premier problème. Et puis, l'histoire continue. Puis en 2016, j'avais sur Redsmin, je voulais mettre en place un système d'alerting et sur le monitoring que je faisais du serveur Redis. Et dans les alertes email, je voulais directement afficher un graphique qui permettait de savoir ton alerte a été déclenchée parce qu'on a atteint tel palier. Et donc, je cherchais des solutions en ligne qui me permettaient de générer des graphiques facilement pour embarquer ça dans des emails. Et il y avait Google Image Chart qui existait à l'époque. C'était juste, on met toutes les informations du graphique dans l'URL et ça nous retourne une image qui représente le graphique. Donc, c'est super simple à intégrer. Sauf que ce service-là de Google en 2016 était deprecated depuis 1 an. Et donc, pareil, j'avais une forte douleur, pas d'alternative. J'en ai trouvé une, mais qui était extrêmement lente. Et donc, ce que je me suis dit, ok, j'ai un problème, je vais le résoudre. Donc, j'ai créé un deuxième SaaS qui s'appelle imagecharts.com. Et en fait, qui reprend, c'est de l'ingénierie inversée de ce qu'a fait Google Image Chart. Donc, j'ai repris toute leur API. On change juste le nom de domaine et ça fonctionne de la même manière. Et du coup, ce service-là a été lancé en parallèle. Donc, ça me répondait à un problème que j'avais sur mon premier SaaS. Puis ça me permettait d'en créer un deuxième. Et puis en mars dernier, alors pas de cette année-là, de l'année d'avant, Google a réellement coupé son service. Et là, ce qui s'est passé sur ce SaaS-là, c'est que j'ai eu tous ceux qui utilisaient Google, qui est un service gratuit de Google, qui sont passés chez moi. Donc j'ai eu en client Microsoft, Dropbox, Spotify, Magento, qui a passé son système open source dessus, sur ses reporting. Donc c'était une grosse croissance à ce moment-là. Et puis, il y a plein d'autres SaaS que j'ai fait, mais qui sont des échecs monumentaux. Donc,
Voilà. Et puis en parallèle de ça, toujours sur la philosophie hacker, donc ça c'est super pour apprendre. Puis après, j'aime aussi repartager. Donc voilà, je fais aussi du conseil auprès de startups ou d'entreprises, et puis des cours, voilà, pour participer à la communauté, quoi. Super. Alors, il y a énormément de choses, donc on va essayer d'un petit peu décortiquer tout ça. Donc, le premier projet dont tu as parlé, c'était à ce moment-là, c'est pas devenu ça, c'était une startup. Donc, tu collectais les données sur Facebook, ça c'était une startup, tu as travaillé là-dessus. Et donc, du coup, ça t'a Mm. amené un besoin, donc tu t'es rendu compte que tu avais un besoin spécifique. Et là, ton premier SaaS est né grâce à ce besoin, c'est ça? Ouais, c'est ça. En parallèle, en fait, je terminais mes études d'ingénieur et il fallait faire un projet de fin d'année à l'étranger. Et ça tombait bien parce que je me suis dit, je vais faire une pierre, ce que j'appelle faire une pierre trois coups, c'est-à-dire que à la fois, j'allais répondre à mon problème pour ma première boîte. En même temps, j'allais faire mon projet de fin d'année et en même temps, j'allais lancer un SaaS qui allait monétiser. En tout cas, l'idée, c'était d'avoir un retour sur investissement. Et puis, du coup, c'est ce qui s'est passé. Ouais. Donc, Et donc, du coup, ce premier SaaS, il tourne toujours là aujourd'hui, il fonctionne? oui, c'est ça. Alors là, il y a eu pas mal de clients, il y en a qui sont partis. Voilà, j'ai eu un churn. Alors, premier truc, à tous les devs qui écoutent, si vous lancez un SaaS dans un marché de niche et que votre cible c'est des développeurs, c'est une très mauvaise idée. En tout cas, je l'ai fait 2 fois cette erreur-là, et la prochaine fois que je lance un SaaS, je la ferai pas. Parce que nous, en tant que développeurs, dès qu'on voit des services comme ça, alors bien sûr, ImageChart et Redspin ont un modèle freemium. Le premier truc qu'on fait, c'est on va créer plein d'adresses email pour pouvoir avoir des comptes, multiplier les comptes, etc. Et moi, le premier, hein. Donc, c'est des très mauvais payeurs, les développeurs. On veut pas payer, on veut toujours passer à côté. Et comment dire, c'est bien. De notre perception, c'est bien, mais pour celui qui monte son SaaS, c'est une très Donc, mauvaise juste idée. pour ceux qui ne sont pas encore tout à fait familiers avec les termes du SaaS, donc si tu peux rappeler ce qu'est le churn. Ouais, le churn, donc c'est en français, c'est le taux d'attrition. Donc c'est le pourcentage de personnes qui partent, en fait, qui résilient leur abonnement. Alors ça doit être sur le mois d'ailleurs, c'est sur le mois. Voilà, donc un churn à 0%, c'est le rêve, parce que finalement, tous ceux qui prennent une souscription jamais ne se désabonnent. J'ai eu ça pendant pas mal de temps sur ImageChart d'ailleurs, mais on verra pourquoi. Alors que sur Redmine, voilà, c'est un outil monitoring d'administration de Redis, du serveur Redis. Bah là, ce que j'ai pu observer, c'est que quand le projet se terminait ou quand les développeurs arrêtaient d'utiliser Redis, bien du coup, forcément, ils arrêtaient l'abonnement avec Redmine, et donc bah, forcément, ça génère du churn, et donc on baisse nos revenus. Donc il faut aller chercher de nouveaux clients. C'est ça. Voilà. Et donc, ce projet, donc tu as ce besoin, tu développes une solution, tu sais que ta cible, c'est les développeurs. Et là, comment est-ce que tu fais? Tu publies sur Product Hunt, comment est-ce que tu commences à faire la promo de ce projet auprès des développeurs, justement? Alors peut-être que Product Hunt existait en 2012, mais j'en doute. C'est vrai Et qu'à du coup, l'époque, ouais, c'est ça. À l'époque, c'est pas Hacker News existait déjà, donc j'avais publié ça sur Hacker News. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que alors pour la partie promotion, alors avant ça, sur la partie placement produit, ce qui est assez cool par contre, à l'inverse, c'est que on a nos propres problèmes et on se dit, moi, mon outil, je voudrais qu'il fonctionne comme ça. L'outil parfait, c'est quoi pour moi? Et c'est très facile de le mettre en place après. C'est juste une question de temps finalement et d'investissement personnel. Donc pour l'outil, ça c'était bon. Le produit, comment il fonctionnait? Alors il faut avoir un peu une vision UX, d'expérience utilisateur, mais maintenant on est de plus en plus, comment dire, quotidiennement avec des outils qui ont une UX assez fine. Donc par effet de copie, on arrive à reproduire ça. Et après sur la partie commercialisation, pendant plus d'1 an, je l'ai pas commercialisé en fait. Il était disponible gratuitement et je me disais moi il me sert à moi, il va sans doute servir à d'autres. Donc il y a eu plein d'inscriptions. Je ne limitais pas le nombre de serveurs qu'on pouvait ajouter sur Redspin. Donc les développeurs connectaient leurs serveurs, ça leur faisait leur monitoring gratuitement. Il n'y avait pas encore l'alerting à l'époque, mais voilà. Et ils administraient leur serveur Redis comme ça. En gros, pour eux, c'était quelque chose de moins à se soucier, hein, donc c'était l'intérêt. Et au bout d'1 an, en fait, je me suis fait violence parce que je voulais le commercialiser, je voulais avoir des plans, des souscriptions, etc., mais je l'avais jamais fait. Et du coup, je m'en souviendrai pas mal, je m'en souviendrai souvent. Il a fallu qu'un week-end, je me dise, non, mais là, tu ne termines pas le week-end sans avoir implémenté l'abonnement. Mais comme c'était totalement nouveau, forcément, on se dit, mais par quoi je commence, quoi. Et donc c'est là où j'ai découvert Stripe.com qui débutait un peu à l'époque.
Et en fait, c'était pas si compliqué que ça. Puis une fois qu'on l'a fait une fois, c'est facile de répéter sur les autres. Donc voilà. Après, j'ai lancé la monétisation et la manière dont j'ai fait les plans. Alors, il y a différents acheteurs, potentiels racheteurs de Redmine par le passé qui m'ont fait cette remarque-là en disant j'étais trop gentil sur le plan gratuit. C'est un peu le problème du modèle freemium, c'est où est-ce qu'on met la limite. Parce qu'il faut pas, parce que si on est trop gentil, bah, les gens vont profiter du modèle freemium et jamais passer à la partie payante. Donc là, la limite, c'est juste au nombre de serveurs Redis qu'on connecte. Un serveur Redis connecté, c'est gratuit. Dès qu'on en met plus, c'est payant. Et je me suis limité à ça. C'est sans doute pas la meilleure manière, mais Ce qui a amené voilà. ton problème que les développeurs ont commencé à créer X comptes, un par serveur, j'imagine, et donc du coup, ils ne prenaient jamais le plan payant, c'est ça? Voilà. C'est ça, exactement. Et donc, les noms, alors ce qui est intéressant, c'est que, bah, pareil, en tant que dev, on se dit, bon, bah, c'est simple, je vais prendre toute ma base, je vais faire de l'analyse des noms de domaine, des adresses email, je vais faire des groupes by, et puis je vais être capable de trouver. Effectivement, on le trouve, mais après, le côté hacker en moi me dit, non, mais ça sert à rien. Enfin, en fait, tu vas lutter contre le vent. Puis en plus, c'est pas la meilleure façon de faire, quoi. Il faudrait plutôt que j'apporte beaucoup plus de valeur sur mes plans payants. Donc, à ce moment-là, quand je me suis posé, quand j'ai eu cette prise de recul, j'étais déjà en train de travailler sur d'autres SaaS. Et donc, je me suis dit, bon, bah, Redmine, le coup est parti. Vaut mieux que je prenne cette connaissance-là et que je la réinvestisse dans d'autres SaaS. Le MRR de Redmine est dispo sur indiehacker.com et d'Imachart aussi. Mais en gros, là, on est dans les environs de 1500-2000 euros de MRR. Donc, le MRR, c'est le revenu récurrent mensuel. Euh, et d'ailleurs, les coûts fixes les charges fixes de Redmine sont limitées, hein, c'est entre 100 et 200 euros par mois. Donc voilà, c'est en tant qu'indépendant, Donc ça, c'est des revenus, du coup, tu ça, ne tracasses plus trop de ce projet-là, c'est des revenus qui tombent un peu et ouais, voilà, tu ne bosses c'est plus ça. spécialement sur le projet en tout cas. Ah, là, ça fait, en toute transparence, hein, ça fait 2 ans que j'ai pas modifié une ligne de code sur le Ok, projet. super. Donc voilà, et Et la partie fonctionnement fait que je peux dormir la nuit, ok. quoi. J'ai pas besoin de. Donc une première, en tout cas, bonne leçon, j'imagine, que tu as pu retenir de ce SaaS, justement, c'est de faire attention à ce qu'on met en gratuit. Si on a un mode freemium, bah, de ne pas aller trop loin, parce que sinon, les utilisateurs ne passeront évidemment pas en payant. Donc ça, on peut dire que c'est Non. une très bonne leçon que toi, tu as retenue ici. C'est voilà, ça t'a permis, j'imagine, comme on l'a dit, de te faire connaître, donc d'amener les développeurs, parce que c'était gratuit, et donc c'était plus facile de te faire connaître probablement. Mais par contre, c'était plus difficile de les faire payer. C'est ça, c'est la leçon que tu tirerais de ce premier SaaS, c'est celle-là, j'imagine. Oui, et une deuxième leçon que je n'ai pas appris à ce moment-là. En fait, j'ai compris qu'il y avait une leçon derrière ça, mais je ne l'ai pas réappliquée sur le SaaS suivant. Enfin, on y reviendra. C'était dès qu'on touche à des développeurs, je pense qu'il est fondamental de faire d'abord son projet en open source et ensuite d'avoir un modèle payant par-dessus. Sur Redspin, au moment où je lance Redspin, même en version gratuite, je vois émerger d'autres projets open source. Et en fait, après, c'est constamment une bataille contre en fait, on est tout seul et en face, on a des communautés open source. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on observe, c'est que les communautés open source sont très divisées. Donc, chacun, au lieu d'aller faire une pull request, d'aller forker un projet existant et de rajouter les fonctionnalités nécessaires ou de corriger les bugs existants, va préférer lancer son propre projet. Du coup, ben, quand on maintient un SaaS, c'est à notre avantage. Mais c'est quand même assez fatigant en fait d'un point de vue ça use parce que on voit tous ces projets qui sortent en plus plus le temps passe, plus ils sortent sur des nouvelles stacks, donc avec des abstractions supérieures, avec plein de choses que nous on devait résoudre dans le passé que eux n'ont pas eu à résoudre. Et donc forcément, dans le temps, l'open source gagnera toujours. Et on le voit avec GitLab vs GitHub, quand GitHub avait une longueur d'avance au début, mais ils ne peuvent pas entrer en compétition en termes de feature set avec GitLab. Maintenant, GitLab veut concurrencer Jira, tellement. Voilà. Et on voit ça avec beaucoup d'autres comparaisons comme ça entre du private source ou du closed source, plutôt du closed source et de l'open source. Et là, l'erreur que j'avais faite, je pense, sur Admin, c'était pas de le mettre en open source. En tout cas, je ne referai pas l'erreur dans les prochains SaaS à venir. C'est Ouais. ça. Donc 2012, tu crées ce SaaS, il existe toujours aujourd'hui, il fonctionne toujours. Ouais, Et puis après, tu as lancé ton deuxième SaaS, qui lui, visiblement, ouais. tu l'as géré un peu différemment, en te basant de ton expérience précédente. Donc tu Mm. as eu un freemium dès le départ aussi, ou bien tu as eu un plan payant tout de suite? Comment tu as fonctionné? Alors oui, alors là, donc ça prend combien de temps à lancer un SaaS comme ImageChart? Ça prend une soirée. Et maintenant, avec les outils qu'on a, c'est encore plus rapide. Le Function as a Service n'existait pas encore à l'époque.
En tout cas, il n'était pas réputé comme il est maintenant, démocratisé. Mais en fait, en une soirée, j'avais une API, une route sur laquelle on passe les données du graphe, le titre du graphe, etc. Et ça me retourne une image. En une soirée, on pouvait faire un guide push. À l'époque, je déployais ça sur Clever Cloud, qui sont des amis, une société française, qui a un pass. Donc je déployais ça dessus et ça y est, j'avais une API qui existait. Et la deuxième chose que j'ai fait le soir suivant, c'était de la monétiser, c'est-à-dire de rajouter un watermark sur l'image générée, qui permettent de dire, bon bah voilà, j'ai une API ouverte, vous pouvez générer autant de graphiques que vous souhaitez, moi je m'occupe de l'infra, pas de problème. Par contre, si vous voulez ne pas avoir le watermark, bah, va falloir payer. Donc ça, c'était le deuxième soir. Et après, bien sûr, ce qui est très facile, c'est de faire les 80 premiers pourcents. Ce qui est long, c'est les 20 derniers pourcents. Donc après, il a fallu faire toute la documentation, tout le site, mettre ça à l'échelle, etc. Mais initialement, c'est parti comme ça. Et vraiment, j'ai pas mal d'amis aussi développeurs qui veulent se lancer dans des projets comme ça. Ils ont toujours de très bonnes idées. Sauf quand ils me parlent qu'ils veulent faire un outil pour des développeurs. Là, je leur dis que c'est peut-être pas la meilleure idée, mais en tout cas, sur le reste, ils ont de bonnes idées. Mais en fait, le seul truc, c'est qu'il faut y aller, quoi. Faut juste prendre 3-4 heures un soir, et après le boulot, même si on est un peu fatigué, et écrire les premières lignes de code, l'envoyer en prod, et commencer à récupérer du feedback, quoi. Et moi, en tout cas, à chaque fois, c'est ce que j'observe, quoi. Et donc là, c'est vraiment ce que tu as fait. Tu as travaillé une soirée, voire deux sur le projet, et tu as directement lancé une version en prod. Tu as eu des premiers développeurs qui ont testé le logiciel, enfin le SaaS, pardon, et qui t'ont fait des feedbacks. Et donc, tu as continué à évoluer au niveau des fonctionnalités comme ça, suivant les retours que tu avais? Oui, exactement. En fait, alors je suis la méthodologie Lean, c'est-à-dire Lean Software Development, mais après, il y a un bouquin aussi qui est sorti qui s'appelle le Lean Startup. En gros, la philosophie consiste à dire que une fois que l'API était sortie, j'avais une API, mais j'avais pas de site internet pour présenter à quoi ça correspondait. Donc je l'exposais sur imagechart.com/chart, mais j'avais rien sur www.imagechart.com. Donc là, j'ai suivi ce que je voulais pas faire. Les erreurs que j'avais fait avec Redsmith, c'est en faire beaucoup trop et parfois et m'apercevoir avec les data que c'était des données non utilisées. Donc là, j'ai fait l'inverse. J'ai répondu d'abord à mon besoin pour le fameux système d'alerting de Redsmith. J'ai intégré ça les jours suivants dans mon système d'alerting de Redsmith en me disant OK, ça répond déjà à mon besoin sur Redsmith. Puis ensuite, j'ai fait une page d'accueil sur ImageChart où je montrais à quoi ça servait, quelle problématique, à quelle douleur ça répondait. Et je faisais un faux pricing. J'ai mis un faux pricing sur le site en disant en gratuit, vous avez ça, vous pouvez l'utiliser dès maintenant, et en payant, ça vous enlève le watermark, etc. Et avec un bouton qui était souscrire. Et quand en fait on cliquait sur le bouton souscrire, ce que ça faisait, c'est que ça envoyait sur un formulaire, je ne sais plus si c'était un Google Form ou Mailchimp, et ça demandait cette fonctionnalité étant, la souscription est en version bêta ou je ne sais plus ce que j'avais formulé. Et en gros, qu'est-ce que vous voulez avoir, quel est votre besoin, etc. Et donc, ça m'a déjà dès le début permis de tester mon pricing. Sachant que, pareil, une autre erreur que j'avais fait sur Redsmith, c'est que mes plans, j'avais commencé à faire un plan à 5 euros par mois. Et en fait, 5 euros par mois, c'est anecdotique, surtout quand on parle en termes d'entreprise. Je veux connecter mes Redis, je veux les administrer, etc. Donc, au fil du temps, dans Redsmith, plus j'avançais dans le temps, plus j'augmentais les pricing. Et j'ai même enlevé le plan à 5 euros par mois. Et là, sur ImageChart, ce que je voulais faire, c'était avoir un premier plan qui apporte beaucoup en termes fonctionnels. Donc, il enlève le watermark, mais il apporte d'autres choses. Et surtout, qu'il soit bien plus haut, en fait, que mon panier moyen soit largement supérieur. Et donc, mon premier plan, dès cette version, cette coquille vide du site internet, était à 49 euros. Et je me suis dit, bon, c'est quand même super élevé, quoi. 49 euros pour générer des graphiques, ça paraît délirant comme ça. Sauf qu'en fait, quand on fait le calcul un peu rapide, en termes, si je dois développer ça, le maintenir, mettre à l'échelle le système de génération, répondre en moins de X secondes à travers n'importe qui demanderait ces graphiques à travers la planète, bah, tout de suite, 49 euros, on relativise, quoi, en termes de coût d'infrastructure et de maintenance. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Dès les premiers, alors je crois que le premier client a été 1 ou 2 semaines après le lancement du site, quoi. Et il me dit bon bah ouais, moi je suis intéressé. Et là j'ai mon premier client. Donc j'ai mon premier client avec, j'avais pas développé d'autres fonctionnalités que ce que j'avais sur Redsmith, c'est-à-dire que je crois que c'était juste un bar chart. Ça faisait que bar chart.
Et donc le premier client, lui, enfin pas les 10 premiers clients minimum, faut les chouchouter quoi. Donc je mets en place à ce moment-là un système d'abonnement que j'avais pas implémenté parce que j'attendais d'avoir un client pour le faire, pour que ça valide qu'il y a des gens qui pouvaient payer pour ça. Et puis une fois que j'ai mis en place le système d'abonnement, je commence à échanger avec lui et là, alors à la fois, bien entendu, même si j'avais un code coverage qui était, alors à date, le code coverage il est à 99,98%. On parlera sur toute la stratégie de test et pouvoir dormir la nuit. C'est un autre sujet pour plus tard. C'est un truc qui m'importe énormément, ça. Mais à l'époque, j'avais que quelques tests et c'était anecdotique quoi, sur le bar chart. Et donc là, il m'a remonté des problèmes, des bugs. Il m'a remonté et plein de fonctionnalités implémentées. Et donc, je les ai toutes implémentées parce que je me suis dit, si ça lui plaît à lui, ça en plaira à d'autres. Et d'ailleurs, c'est les retours que j'ai eus. Et au fil du temps, là maintenant, j'arrive au point où plus personne, j'ai aucun client qui me demande de nouvelles fonctionnalités. Alors, c'est à la fois problématique, ça dépend du placement qu'on va avoir. Moi, en fait, j'ai l'impression quand même qu'il y a deux grands types de SaaS. Il y a les best of breed et les all-in-one. Donc, le best of breed, c'est un SaaS qui fait une fonctionnalité, qui l'a fait extrêmement bien, mais jamais qui n'en sortira. Et puis le all-in-one, c'est les Salesforce et autres, où là, ça fait papa maman, ça fait la totale, quoi. Et je pense que quand on est un indie hacker, notre intérêt, c'est plutôt de faire du best of breed, c'est vraiment de faire ça résout la douleur, mais ça la résout extrêmement bien, quoi. Par contre, ça ne sortira pas de ce périmètre-là. Donc, je pense que là, je suis arrivé à ce stade-là sur Imachart. Attends, on va faire et toujours en suivant la méthode on va faire Lean. une toute petite pause, on va continuer après, bien sûr. Donc d'abord, ton tarif, tu as dit 49 € par mois. Tu as dit que justement ton formulaire de contact, là, t'avait permis justement de tester ce prix et de le définir. Alors, c'est-à-dire comment exactement? C'est toi, tu as directement posé la question à des clients potentiels en leur demandant combien ils étaient prêts à payer, ou bien comment est-ce que tu as fait pour fixer ce prix à 49 justement? Alors, je me suis basé sur des SaaS équivalents. Alors à l'époque, il y avait des outils qui permettaient de faire des flux sociaux pour son entreprise en SaaS. Donc c'était une API sur laquelle on pouvait faire des flux sociaux. Il y avait en fait plein de SaaS qui étaient toujours dans des marchés de niche comme ça. D'autres SaaS qui permettent on connecte le SaaS alors j'ai perdu les noms, mais on les connecte sur du S3 par exemple, ou S3 équivalent, et ça permet de resize les images à la volée, ça permet de changer les couleurs, etc., de centrer l'image sur la tête, etc. Et ils étaient aussi sur ce type de premier plan dans ce ordre de grandeur-là. En fait, l'objectif, c'était de trouver un prix ou un prix psychologique, quoi. À partir de quand on se dit que à la fois il y a de la qualité derrière, à la fois c'est pas trop cher non plus, etc. Donc après, c'est vrai qu'au tout début, c'était assez osé de mettre un truc à 49 € pour pouvoir générer que des bar charts. Mais vu qu'il y a des personnes qui étaient prêtes à payer pour ça, et après, ce qui a été rajouté par-dessus aussi, il y a d'autres fonctionnalités, on en reparlera peut-être après, qui ont permis de dire, voilà, il y a un package derrière et c'est pas que pour générer des bar charts. Et justement, ces premiers clients-là, ils avaient quel profil? C'était quoi comme type de client exactement? Des agences, c'est soit des agences, soit des développeurs qui bossaient dans des petites boîtes et qui voulaient pas réimplémenter ça, quoi. OK. Et donc tu as pu commencer à définir un petit peu ton client idéal. Le client idéal, c'est les agences ou c'est les développeurs qui bossent dans tel type de boîte, par exemple. Et là, ça veut dire que tu as commencé à mettre en place une stratégie un peu commerciale pour commencer à attirer de nouveaux clients, ou bien ça s'est fait, progressivement avec le temps et le bouche à oreille, ou comment est-ce que tu as fonctionné? Alors c'est là où deux gros échecs sur Imachart et sur Redsmin, c'est cette partie-là. C'est la partie commerciale, content marketing. Ça c'est en fait je l'ai pas fait du coup. J'ai fait rien du tout. C'est-à-dire je suis même pas sûr d'avoir fait un article de blog qui expliquait la sortie d'Imachart, quoi. Donc ça c'est les erreurs que je vois maintenant et c'est plutôt de cette année-là. En imaginant ça serait quoi le nouveau SaaS que je voudrais faire demain. Clairement, c'est cette partie-là. Donc ouais, je me suis pas du tout concentré là-dessus. En fait, j'ai laissé ça poser dans son coin. J'attendais, en fait, je laissais venir les clients. Très rapidement, en fait, dès le 2 ou 3e client, j'étais déjà dans mes frais parce que comme c'était sur Clever Cloud et que c'était un pass et que c'était que déployé en France, j'avais pas de clients à l'international, donc j'avais pas besoin de gérer plusieurs data centers, etc. Donc ça, on verra ça plus tard après, mais j'avais pas toutes ces problématiques-là, et donc j'étais déjà dans mes frais. Ça payait les bières, on va dire. Donc pas besoin de, voilà, c'était un truc que je mettais dans un coin, je le maintenais un peu, je répondais au support client.
J'attendais que les clients, en fait, j'étais dans une approche où les clients devaient pull pour que je fasse quelque chose. Et j'étais pas du tout en approche push, comme on pourrait être sur du marketing ou ce genre de choses. Euh, Et, et c'est un changement de mentalité pour un dev qui je pense, est un peu dur, et quoi. donc justement, tu ne l'as pas fait parce que tu estimais que tu n'étais pas compétent en marketing ou simplement parce que tu n'avais pas vraiment d'objectif, comme tu dis, pour ce projet-là, tu n'avais pas un MRR que tu voulais spécialement atteindre. Donc tu te dis, voilà, ça fonctionne un petit peu, ça me va très bien comme ça, j'ai pas envie d'aller plus loin. C'est quoi la raison qui t'a fait à ce moment-là te dire, bah, je vais pas essayer d'aller chercher des clients moi-même directement? Parce que, en fait, c'était plus pour parce que je trouve ça tellement, comment dire, plus par passion en fait. C'est plus par passion que j'ai créé ces SaaS-là, que je les maintiens, voilà, que par besoin financier, quoi. En parallèle de ces SaaS-là, alors, il y a plein d'autres flux financiers, hein, encore une fois, moi, je suis très orienté sur le passive income, Tim Ferriss, la semaine de 4 heures, même s'il bosse bien plus longtemps que ça, Tim Ferriss, enfin bon, plein de trucs comme ça. Mais voilà, dans ce modèle-là, je me dis, bon voilà, j'avais d'autres flux entrants, j'avais pas de focus pour que ImageArt rapporte. Et donc, j'étais plus dans un mode, je suis là pour apprendre, j'utilise ImageArt comme des plateformes d'expérimentation. Alors attention, je ne suis pas la plateforme d'expérimentation pour expérimenter en production, mais en tout cas pour tester, pour aller jusqu'au bout des choses sur des projets d'entreprise, par exemple, où je ne pouvais pas le faire parce que problème managérial, enfin toutes ces choses-là. Là, je pouvais aller jusqu'au bout, quoi. Et donc, c'était plutôt pour ça que j'ai exploité Redspin et ImageArt. Ça met du beurre dans les épinards, certes, mais ça permet surtout d'aller jusqu'au bout de sa passion, de tester plein de choses. Et sur la partie marketing et com, c'est pas forcément parce que, alors si, je suis totalement confiant sur le fait que j'ai beaucoup à apprendre dans ce domaine-là. Mais deux, c'était plutôt par pas un fort besoin, quoi. Je ressentais pas le besoin de me dire, bon, je quitte toutes les autres boîtes dans lesquelles je travaillais, et là, je me concentre purement pour en vivre. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est ce qui s'est passé à la fin, en fait. C'est que là, du coup, les autres boîtes, je peux arrêter de travailler, mais ça, ce sont suffisants pour que je puisse en vivre. Mais comme j'étais pas encore passé sur ce mode-là, je ressentais pas le besoin de développer mon tuyau d'acquisition, développer ma conversion, toutes ces questions-là, en fait, c'était dans ma tête. Je les regardais avec les outils Chartmogul, etc., ou d'autres plus vieux outils que ça. Mais j'étais pas du tout dans cette approche-là d'optimisation de mon tuyau d'acquisition, conversion, rétention, etc., C'est quoi. ça. Bah oui, c'est clairement aussi un objectif en lançant son propre projet, c'est avant tout prendre du plaisir et le plaisir, chacun le prend là où il veut le prendre. Pour certains, c'est le challenge technique, pour d'autres, c'est le revenu. Voilà, je dis, chacun le fait pour ses propres besoins. Super. Alors je reviens à ce que tu disais juste avant. Donc tu parlais du fait que pour un développeur qui travaille seul, c'est plutôt intéressant de développer un SaaS qui va répondre à un vrai problème seul plutôt que de faire un outil qui va faire plein de fonctionnalités différentes et variées. Euh, T'as pas eu à ce moment-là la pression justement quand tes clients commencent à te demander ça serait bien d'avoir ça en plus, ça en plus. T'as pas eu la pression justement que tu étais un peu coincé et que tu devais sans cesse quand même faire évoluer ta solution pour répondre à leurs besoins. Tu as dit que tu t'étais arrêté à un certain moment, donc tu avais développé des nouvelles fonctionnalités et que là maintenant on te demandait plus grand-chose. Il a fallu combien de temps en fait pour arriver justement à cette version-là où tu as l'impression que tes clients sont vraiment satisfaits? On parle quoi, un an, 2 ans, en parlant en mois Je dirais 3 ans. Entre le moment où ImageArt est lancé en 2016 et ouais, je dirais 3 ans. En fait, quand il y a eu une vague énorme quand Google du coup a stoppé son service en une semaine. La croissance était, alors c'est facile quand on démarre de bas, hein, mais la croissance était à 4 chiffres, pardon. Je sais plus, 2000 ou 4000% de croissance de MRR. Et là, c'est là où j'ai récupéré donc Microsoft, Spotify, Grab, c'est l'équivalent de Uber en Asie. C'est aussi gros que Uber en Asie. Et typiquement, avec Grab, c'est là où j'ai vu que je passais un palier parce que eux, ils avaient des problématiques sur toute l'Asie. Mon service, à l'époque, était hébergé uniquement en France. Et quand Google a coupé son service et que là, il y a des Microsoft, des Spotify qui sont arrivés d'un côté américain, et puis Grab qui est arrivé du côté asiatique, là, il fallait à la fois rendre l'infra beaucoup plus, on va
dire worldwide, répartis sur plusieurs data centers. Il fallait, pour pouvoir continuer à dormir la nuit, il fallait augmenter la stratégie de surveillance parce que là, hors de question que ça plante parce que eux, ils étaient sur des plans bien supérieurs. Et en même temps, très exigeant. En fait, là, j'ai eu un autre type de client qui n'était pas le développeur dans une agence ou la petite boîte, la petite startup qui, voilà. Là, c'était vraiment des devs avec un certain niveau d'exigence, des SLA, et même fonctionnellement, en fait. Fonctionnellement, des gens qui disent non, non, mais ça, là, ça marche pas comme on veut. Nous, c'était au pixel perfect, c'est-à-dire qu'il fallait que la fonte, ça s'affiche comme sur leur maquette. Donc, typiquement, là, ça a été 1 ou 2 semaines, 2 semaines de folie, quoi, parce que en plus de ce que je faisais à côté, il fallait le soir implémenter les fonctionnalités, leur redonner ça. Ils demandaient des fonctionnalités, des trucs tout bêtes, hein, parfois comment ils voulaient faire des graphiques avec plusieurs axes. Sauf que pour implémenter ce truc-là, il y avait une partie de refactoring à faire. Donc là, on est vraiment sur des problématiques de dev, hein. Le refactoring était aisé parce qu'il y avait des tests, mais il fallait en rajouter des nouveaux. Puis il fallait s'assurer qu'il n'y ait pas de régression sur d'autres choses qui n'étaient pas totalement testées. Et puis, il y a eu des problématiques de régression visuelle, donc il fallait mettre en place des tests de non-régression visuelle. Et puis, il fallait supporter plein de nouvelles polices. Alors que moi, j'utilise juste la police par défaut du système du conteneur. Et donc là, ça posait plein d'autres problèmes parce que ça augmentait la taille du conteneur et puis après pour le déployer, etc. Bon, plein de choses comme ça. Alors, ça semble très technico, voilà, mais en fait, c'est même la doc, en fait, la doc associée à ces fonctionnalités-là. À chaque fois que je sortais une fonctionnalité, il faut écrire la doc, il faut faire le changelog, il faut communiquer au client, etc. Donc, tout ça, mis de bout à bout pour chaque fonctionnalité qui était demandée, ça a été assez violent. Et une fois que cette période-là est passée, là, du coup, j'ai vraiment eu du repos. C'est-à-dire que là, maintenant, j'ai de l'entrant. Donc, il y a des gens qui découvrent le service via Google majoritairement, hein. Donc du référencement naturel, et puis et qui s'inscrivent. Mais j'ai pas de nouvelle fonctionnalité qui est demandée. La dernière chose en date, c'était la partie on-premise, qui est un vrai sujet aussi. Et donc, justement, quand tous ces nouveaux clients sont arrivés, qui du coup avaient des profils, comme tu l'as dit, nettement différents de tes clients initiaux, tu as eu un choix aussi à un moment. Tu aurais pu te dire à ce moment-là, soit je reste finalement sur mes clients qui sont satisfaits aujourd'hui, et c'est un type de client bien spécifique, et donc j'ai pas de grosses modifs à faire, et je continue à avancer comme ça. Soit justement, je veux répondre à cet afflux de nouveaux clients qui ont des besoins plus spécifiques, et comme tu l'as dit, c'est des clients beaucoup plus pros, donc ils ont besoin de SLA, etc. C'est quand même autre chose. Ça, de nouveau, tu penses que tu aurais pu dire non, moi j'ai pas eu de répondre à ces besoins-là, donc la solution elle est comme elle est là aujourd'hui. Si elle ne vous convient pas, tant pis, allez voir ailleurs, entre guillemets. Moi je continue avec mes clients actuels. Voilà. Tu as eu l'impression d'avoir un choix à ce moment-là, ou c'est simplement toi tu t'es dit moi j'aime le challenge technique, j'aime évoluer, j'aime développer, et donc je vais le faire? Ou en tout cas, est-ce que tu y as pensé? C'était quoi ta façon de voir les choses à l'époque? Oui, alors ça va être très lié aussi à la question de tout à l'heure sur le marketing. C'est que quand ils viennent, en fait, ils demandaient des choses qui étaient vraiment dans mon périmètre, c'est-à-dire des fonctionnalités que je n'avais pas implémentées, ou même de la contractualisation que je n'avais pas mis en place. Et je savais que c'était la suite, en fait. Moi, mon objectif à la fin, c'est d'avoir la vision 360 sur on sait faire un SaaS de bout en bout, la partie légale, la partie market, la partie commercialisation, la partie support client, documentation, etc. Ops, archi, infra, voilà. Et du coup, là, je voyais qu'en fait, j'arrivais à un palier qui était forcément nouveau sur des SaaS. J'ai déjà vu ça dans d'autres SaaS, donc c'est pas quelque chose de voilà, c'est là, c'est totalement normal. J'avais déjà mis en place ça sur d'autres, mais quand j'étais en entreprise plutôt ou dans mes boîtes, mais pas sur mes SaaS à moi, à titre perso. Et donc là, l'idée fallait passer ce palier-là. Donc ça n'a pas été un choix de oui/non, c'était plutôt ok, là maintenant, il faut passer ce palier-là. Et donc qui était le palier, on va dire, du segment enterprise, en fait, tout simplement. Donc c'est là où j'ai sorti un nouveau plan d'ailleurs. Avant, il n'y avait que 2 plans. Il y avait le plan gratuit avec le watermark et le plan payant à 49 €. Et puis là, maintenant, je passais au plan à 149 € où là, on a toutes les fonctionnalités finalement qu'ils me demandaient. Des trucs très enterprise. Je veux pouvoir avoir mon propre domaine, je veux pouvoir avoir du Retina, je veux pouvoir avoir de plusieurs fontes, choisir toutes les fontes que je veux parmi 900 polices, je veux pouvoir. Ok. Donc tout ça, dès qu'ils me demandaient des choses, je les mettais dans ce plan-là. Et ça m'a permis d'accéder à la partie enterprise. Et donc ça, voilà, ça c'est pour répondre à leurs besoins. Puis ensuite, quelques mois plus tard, j'avais un gouvernement en Asie qui a demandé à avoir une HARP, mais eux le voulaient en héberger chez eux. Donc là, pareil, en fait, c'est un autre palier. Il y a
comment dire, le premier segment qui est le segment SaaS, donc on fournit du service en ligne, mais c'est nous qui gérons toute l'infrastructure, qui avons accès aux données, etc. Puis après, dans les SaaS, on voit aussi l'approche auto-hébergée, self-hosted, ou qu'on appelle aussi on-premise. Et là, c'est ce qu'ils me demandaient. Donc, j'avais déjà eu des demandes là-dessus du temps de Redsmin, mais ça n'avait jamais été conclu parce que l'astuce pour un dev, c'est de dire ça coûte très cher le on-premise. Comme ça nous évite de l'implémenter. Et s'ils disent oui, bah, du coup, on l'implémente et c'est tout bénef. Alors ça, c'est une astuce qu'on retrouve à pas mal d'endroits. Là, je l'avais fait aussi, sauf que là, le gouvernement en face a voulu aller beaucoup plus loin. Donc, du coup, il a fallu, pareil, c'est encore du rush, mais c'est excellent. C'est vraiment un truc à vivre, quoi. Donc, tous les soirs, on bosse pendant une semaine pour containeriser. Enfin, il était déjà containerisé, mais en gros, blinder son image pour que quand c'est délivré, un peu comme ce que fait GitHub Enterprise d'ailleurs, on reçoit un format d'image virtuelle, de machine virtuelle, mais qui soit blindé. Finalement, l'idée, c'est qu'il y a un système de bombe à l'intérieur et que ça expire et que voilà, faille le renouveler. Donc, ça pose plein d'autres problématiques sur l'on-premise. Et donc, voilà, ça, c'était le deuxième palier, enfin, le troisième palier plutôt, la partie on-premise. Et puis maintenant, là, j'arrive à un autre palier qui est celui de la partie market et content marketing que j'avais pour l'instant mis de côté parce qu'en bon gros tech dev, on n'aime pas trop se poser cette question là-dessus. Mais là, c'est de se dire, bah voilà, on a la partie SaaS, on-premise, le plan pour l'enterprise. Ce qui manque maintenant, c'est d'agrandir le tuyau en entrée. Comment je fais pour améliorer mon discours? Comment je fais pour me faire connaître de ma cible? Et ma cible, ça sera peut-être pas les développeurs, c'est peut-être plutôt des entreprises, des entreprises comme Spotify ou Grab, plutôt que des développeurs, parce que je sais que eux, ça va moins les intéresser. Ils sont plus enclins à redévelopper le système eux-mêmes, et pourquoi pas après tout, hein. Et donc là, ça, c'est ce que j'ai commencé. Du coup, je me fais accompagner par une agence parisienne là-dessus qui justement me donne un peu les bonnes pratiques pour améliorer dans un premier temps le référencement, créer du content marketing, donc ce qu'on voit, et puis développer tout ce qui est les intégrations en fait avec des Zapier. Donc là, c'est aujourd'hui, ça tu parles de maintenant, tu es en train de développer Oui, vraiment, chercher des c'est nouveaux ça, clients, quoi. Ok, super, c'est ça. super. Et donc là, aujourd'hui, en termes de MRR, on parle de combien pour ce projet-là? Alors là, je vais regarder. Approximatif, Pareil, approximatif. ouais, je suis assez open company, donc sur indiehackers.com, il y a, donc là, je suis à 3200 euros 3200 dollars de MRR. Super. Donc voilà, en fait, c'est largement suffisant pour vivre. Je pourrais même juste m'arrêter avec Imachart, mais il y a un churn qui est assez proche de zéro parce qu'une fois qu'on a intégré un système comme ça de génération de graphiques, le réinternaliser, ça serait un peu coûteux, donc puis c'est pas si cher que ça, donc du coup, pendant très longtemps, pendant plusieurs années, le MRR, le churn était de zéro, quoi. Mais concrètement, tu as fait très peu de pubs, donc tu es arrivé à 3200 de MRR en faisant peu de pubs. Ça peut aller très loin peut-être avec maintenant en mettant en place de nouvelles stratégies marketing, etc. Donc c'est plutôt positif. Super. Tu m'as dit un petit peu avant l'interview que tu étais peut-être en projet de revendre SaaS. Du coup, c'est quoi? Tu veux revendre ton premier SaaS justement parce que ça ne te parle plus, ou bien c'est celui-ci, ou c'est... Tu sais nous en dire plus à ce sujet-là ou pas encore? Alors, ouais, en fait, comment dire, c'est toujours c'est des choses à vivre, hein. J'avais, en même temps que je lançais Redmin, du coup, j'étais cofondateur d'une autre startup qui s'appelait Bringer, et revendre sa première boîte, c'est quand même quelque chose à vivre, quoi. Et du coup, là, par contre, ce que j'ai pas encore fait, c'est vendre mon propre SaaS. La passation, etc., faire des erreurs, le vendre soit mal, soit voilà, se faire avoir totalement sur toute la ligne. Enfin bref, développer de l'expérience, quoi. Et là, sur Redmin, j'ai eu plusieurs tentatives d'achat successives. Alors, il y en a certaines, donc je tairai le nom, mais on va dire ceux qui gèrent Redmin, qui gèrent Redis maintenant. À l'époque, donc j'aurais dû dire oui, mais bon, c'est une longue histoire. Et là, du coup, oui, il y a des personnes qui sont intéressées pour le racheter. En fait, c'est assez intéressant. Pendant toute une période, il y avait des potentiels racheteurs, des potentiels acheteurs qui me contactaient en direct pour voir si Redfin pouvait être vendu. Moi, je disais non parce que voilà. En plus, ce qui m'intéressait, c'était plutôt de vendre ça cash et après avec une période de passation, et ensuite ils se débrouillent là-dessus. Mais voilà, on n'arrivait jamais à trouver un consensus, donc je laissais couler. Et là, maintenant, j'arrive au point où finalement Redmin, j'ai pas besoin de le maintenir, il tourne tout seul, j'ai pas de problème de prod, il a un uptime de 100% depuis je sais pas combien d'années maintenant, ça doit au moins faire 2 ans. Et en fait, le marché autour se développe.
et mon outil n'est plus en position de leader comme il l'était avant. Et donc là, du coup, sa valeur baisse. J'observe une augmentation du churn progressif, donc du nombre de personnes qui résilient, parce que Redis aussi passe en termes de tendance. Et donc là, il y a déjà 1 an, je me suis dit, oula, il va falloir le vendre, ou soit tu arrêtes le projet, soit tu le vends. C'est quand même plus intéressant de vendre le projet plutôt que d'arrêter, parce qu'on a quand même passé pas mal d'heures là-dessus, même si on a beaucoup appris, c'est quand même intéressant. Et je me dis, ça serait pas mal de le vendre. Et j'ai laissé ça un peu en stand-by jusqu'à il y a quelques mois, où là, je me suis inscrit sur des plateformes en ligne qui permettent de vendre son SaaS. Donc des outils, des services comme MicroAcquire, j'ai perdu le nom de l'autre, IndieMaker. Ok. Et en fait, on met juste, voilà, on expose tous ces chiffres, on connecte son compte Stripe, notamment, chez Google Analytics, etc. Et on demande un prix. Et donc là, donc ça, c'était il y a quelques semaines, quelques mois. Donc j'ai eu pas mal de personnes intéressées pour Redsmin. Donc là, on est en négociation avec 2 d'entre eux qui sont assez intéressés. Donc c'est assez intéressant, c'est que c'est bien moins que ce qu'on m'a proposé il y a plusieurs années. Mais au vu du marché, il faut être aussi un peu lucide, quoi. C'est maintenant, il faut mieux livrer ça maintenant avec des gens qui vont pouvoir récupérer le produit, l'améliorer, pourquoi pas l'intégrer à leur propre produit qui est sur un marché semblable. Et donc ça fait du sens pour eux. À l'inverse, pour moi, c'est tellement intéressant. Et justement, Et vu que c'est un projet qui ne te motive plus spécialement, j'imagine que tu négocies une phase de transition la plus courte possible aussi. Tu n'as plus envie d'être appliqué sur ce projet-là encore pendant des semaines, des mois. C'est quelque chose que tu négocies là maintenant en plus du prix, j'imagine ou... Oui, bah, en fait, c'est ça, en fait, exactement. Dans la période de transition, il faut leur passer tous les accès. Alors, par chance, là, il y a de la doc, il y a des tests automatisés, etc. Donc, la transition devrait être assez simple sur la partie technique. Mais en fait, il y a quand même des manières de faire qu'on a, si elles ne sont pas documentées, surtout quand on est tout seul. On ne documente pas tout quand on est tout seul. Le fait de faire intervenir de temps en temps un stagiaire sur le sujet nous fait réaliser que, ah ouais, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on a dans notre tête et peu qu'on a écrit. Du coup, c'est assez intéressant de se mettre dans la tête du stagiaire qui arrive sur le projet et de se dire, mais comment il va s'occuper de ça? Donc, du coup, sur ImageChart, là, il y a beaucoup plus de docs que ce que j'avais sur Redsmin, parce que justement, on apprend de ses erreurs, quoi. Donc oui, l'idée, c'est qu'il y ait une période de transition dans laquelle je leur explique un peu tout ce qui a été mis en place, etc. On est sur cette phase-là, ouais. Totalement. Ok, super. Donc ça, voilà, ça va se terminer, j'imagine, dans les semaines qui viennent, tu auras trouvé un accord pour ça. Espérons, ouais, on verra. Ok, bah écoute, c'était vraiment très intéressant cette partie SaaS, startup, etc. Vraiment, plein de choses très intéressantes. On peut peut-être passer un peu sur ta partie plutôt formateur. Donc, si j'ai bien compris, tu aimes aussi former, tu as notamment écrit un livre. Tu peux peut-être un peu nous parler de cette partie-là et notamment nous dire en quoi ton livre consiste. Ouais. En fait, le livre, c'est très simple. Il y a 3 ans, je me dis, en fait, toutes les erreurs que j'ai faites en tant que CTO/fondateur de SaaS, j'aurais tellement aimé les avoir dans un bouquin, le plus synthétique possible parce que, j'aime pas les bouquins qui font 600 pages et qu'à la fin, on arrive à résumer en 2 pages à 4. Et je me suis dit, ça serait quand même pas mal de faire ça. Sauf que bon, à ce moment-là, je gérais 2 SaaS, plus j'étais dans une startup. Enfin voilà, c'était peut-être pas le bon moment pour faire ça. Et là maintenant, voilà, je me suis dit, je vais écrire un bouquin, donc ça s'appelle No Bullshit Tech Lead. On peut l'avoir sur getnobullshit.com. En tout cas, s'inscrire pour recevoir les. Je vais bientôt ouvrir les précommandes d'ailleurs. J'ai terminé le site hier. Il va être publié dans les prochains jours. Et en gros, c'est 60 principes. J'ai résumé ça en 60 principes qui vont du développement à l'infrastructure, la vision produit, l'organisation des équipes si on fait une startup et qu'on n'est pas sur du indie, voilà. La vision, la culture, les problématiques de ressources humaines et même la vie personnelle, parce que ça a des impacts aussi si on est CTO d'une startup. Et donc, c'est 60 principes que soit j'applique au quotidien dans mes SaaS, soit que je recommande actuellement et depuis plusieurs années à différentes entreprises de différentes tailles quand je fais du conseil, soit aussi pendant les cours, parce que pareil, dans la philosophie hacker, tout ce qu'on a appris, il faut le repartager. Et donc, je donne aussi des cours à l'université et en école d'ingé pour justement partager ça en fait à des. Enfin, en me disant, moi, j'aurais voulu savoir ça à cet âge-là, quoi. Voilà. Par contre, du coup, tu ne parles pas de marketing dans ce livre-là.
Non, j'ai juste un principe qui dit n'oubliez pas de gagner de l'argent, mais c'est tout, et avec pas mal d'anecdotes là-dessus et de choses à pas faire. Mais ouais, je parle pas de marketing effectivement. C'est vraiment un bouquin qui est à destination des CTO, et je pense qu'il est plus important pour un CTO de se concentrer sur l'alignement de son produit, comprendre son marché, l'alignement de son produit avec son marché, et savoir gérer les évolutions produits, adopter des méthodologies très connues, hein. La méthode Lean, c'est 1996 ou 1992 qu'est sorti le bouquin de Mary Popendick. En fait, toutes ces vieilles méthodes-là, ça n'a jamais été autant d'actualité, quoi. Les bonnes pratiques, on les a, sauf qu'actuellement, on les emploie pas. Et donc, du coup, c'est plutôt ça sur ce sur quoi je me concentre à synthétiser dans le livre. Euh, et d'ailleurs, petite parenthèse, avec le livre, il y a des checklists que j'ai au fil du temps. J'ai notamment une checklist sur les SaaS. Je dois avoir une checklist de plus de 200 ou 300 points de tous les points qu'il y a à faire sur un SaaS. Quand on débute un SaaS de A à Z, de comment, alors justement, comment placer son produit, à quel besoin je vais répondre, quel est mon type de client, etc. Mais ça passe partout, quoi. La gestion des emails, c'est quoi la meilleure manière de faire ça, gérer le support client, est-ce qu'il faut faire du chat ou de l'email, pourquoi l'un ou pourquoi l'autre, etc. Suivi de la prod, documentation, nan, nan. Donc tout ça, c'est fourni avec, en fait. L'idée, c'est de faire un brain dump et d'envoyer ça dans un package. Et que les gens qui achètent le livre, finalement, ils n'achètent pas qu'un livre, c'est qu'avec, il y a à chaque fois des pages sur le site internet qui seront mises à jour à la fois par moi, mais aussi par d'autres personnes qui auront lu le livre et qui vont pouvoir ajouter leurs astuces à eux vis-à-vis de tel et tel sujet, quoi. Bien, c'est Voilà. super intéressant. Bah, je mettrai le lien vers le site dans les notes de l'épisode sur le site MatureDev. Cool. Cool, Bah, merci. écoute, pour terminer, peut-être qu'on peut parler un peu de l'avenir. Donc, tes objectifs jusqu'à maintenant, ça a été de prendre du plaisir, d'apprendre, de prendre de l'expérience au maximum. Maintenant, tu te mets au marketing pour ton projet. Donc, j'imagine que l'objectif, c'est quoi? C'est d'augmenter les revenus et progressivement que ça devienne ton job unique principal, ou voilà, c'est quoi ton objectif maintenant pour l'année, peut-être les années à venir? Oui. Alors du coup, c'est là où c'est assez intéressant. Ce qui m'embête un peu, c'est soit d'être full-time dans une entreprise un peu entre guillemets pépère, soit d'être sur son SaaS et tout seul et pas challengé par d'autres développeurs qui ont sans doute une vision tout aussi intéressante de comment faire les choses, etc. Soit être consultant, mais l'archétype du consultant qui vient juste, qui dit il faut faire ça, puis qui s'en va. Alors ça, je déteste ça. C'est pas du tout ce que je fais, hein, je tiens à le signaler. Et ou soit juste le professeur professionnel qui régurgite ce qu'il a appris il y a 10 ans à des élèves et qui est totalement en désaccord avec ce qui est en train de se faire dans le marché. Voilà. Et donc du coup, je veux être aucun de ces patterns-là. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est que que je puisse continuer à faire toutes ces choses-là, mais que ça alimente en fait ce que j'apprends sur les SaaS perso. Ben, c'est ce qui me permet après, quand je bosse pour le groupe, notamment Ouest France, ben, d'architecturer la plateforme du groupe, quoi. Parce qu'il y a tel et tel pattern que j'ai pu développer, qu'on a pu réinjecter. Ou alors les problèmes d'organisation sur la startup que tu montes, ben et les problématiques de mise à l'échelle, quand tu fais x2 dans ton équipe de dev en 6 mois, puis encore x2 en un an, bien du coup, ça, sur cette hyper croissance d'organisation, comment est-ce que tu appliques ça après à d'autres endroits? Et en fait, à chaque fois, ce que j'observe, c'est que le fait de donner, ou pareil, donner des cours nous fait réaliser aussi que soit il y a des choses qu'on pensait connaître et qu'on ne connaissait pas intégralement parce qu'on n'est pas capable de répondre à toutes les questions. Donc, je ne sais plus qui disait ça, je crois que c'était Richard Feynman qui disait pour connaître un sujet par cœur, il faut juste l'apprendre à quelqu'un d'autre parce que c'est le meilleur moyen en fait d'être pédagogue et de bien comprendre tout ce qui est dans le sujet. Et donc, ouais, moi, l'avenir, c'est continuer à avoir en gros ces différentes cultures, ces différentes façons de faire qui vont s'interalimenter, passer enfin le palier du market et de tout ce qui est marketing et commercialisation, sortir du marché de niche des devs pour essayer d'atteindre un marché un peu plus grand public, pour avoir, peut-être que les devs sont très exigeants, mais on sait que le B2C c'est peut-être pas aussi c'est peut-être pas aussi facile. Donc continuer là-dessus. Et puis continuer à s'amuser, ouais. Super. Et donc, au final, tu te considères plus développeur ou entrepreneur, ou vraiment tu te considères les deux 50-50 Bah, je pense qu'un développeur, c'est avant tout un rêveur qui a envie de rendre réel quelque chose qui est dans sa pensée. Donc en fait, en soi, je pense qu'un développeur, c'est déjà un entrepreneur, quoi. C'est déjà quelqu'un qui a une vision, qui se dit, bah, moi, je veux créer ça là, maintenant, aujourd'hui.
Et ce qui est trop cool avec le développement, c'est qu'on est dans un univers totalement numérique où notre seule limite, c'est notre imagination et on peut créer tout ce qu'on veut. Et je pense qu'il n'y a pas, on n'est même pas obligé de faire une dichotomie. La seule différence qu'on pourrait dire, c'est que le développeur, entre le développeur et l'entrepreneur, c'est que l'entrepreneur, il va pouvoir monétiser ce qu'il a fait, alors que le développeur va pas forcément le faire. Mais à part ça, je pense que les deux sont quand même assez proches. Ouais. Tout à fait d'accord. Tout à fait, vraiment. C'est ce que je pense depuis toujours, moi. Il y a énormément de développeurs qui ont cette créativité, qui ont envie de faire des choses, mais qui simplement ne franchissent pas le pas de commencer à le faire et à s'y mettre. Mais bon, voilà. C'est aussi le but du podcast, c'est de les inspirer et de les aider. Bah écoute, super, c'est vraiment très intéressant comme interview. Je pense que tu as partagé beaucoup de bons conseils et c'est vraiment génial de voir différentes expériences et la tienne est vraiment très enrichissante. Peut-être pour terminer, un conseil que tu donnerais justement, si tu as un conseil à donner à un développeur qui veut se lancer et qui traîne un peu les pieds, qui n'ose pas trop, qu'est-ce que tu as déjà dit, il faut s'y mettre, il ne faut pas le soir se mettre sur son ordi et développer par 2-3 heures et lancer. Autre chose, un conseil vraiment spécifique à donner pour motiver les troupes? Le plus dur, c'est d'écrire la première ligne de code. J'y reviens, mais le plus dur, c'est la première ligne de code. Après, prendre un produit par le bout du code, c'est peut-être pas la meilleure approche, mais il faut bien commencer à un moment donné. Et je pense que le plus dur, c'est juste de se dire, petite astuce, moi j'ai arrêté de regarder les séries et ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Et donc du coup, grâce à ça, je peux faire d'autres choses. Donc peut-être arrêter de se dire, bon, je vais pas regarder cette série-là, et puis à la place, le temps, les 1h45 minutes que j'ai gagné, je vais les investir dans ma vie, dans mon avenir à moi et dans un produit qui me tient à cœur. Faut y aller, quoi. Faut y aller. Super. Écoute, moi je vais pas dire ça à mon épouse parce que si je lui dis que le soir je bosse, là je vais me faire trucider. Donc, voilà. Bah écoute, un grand merci vraiment, c'était super intéressant. Et à bientôt alors, j'espère qu'on se reverra peut-être pour d'autres sujets. Avec Bonne plaisir. continuation. Salut. Ciao. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner car je vous rappelle que Mature Dev, c'est un nouvel épisode chaque jeudi. Et enfin, rendez-vous sur le site de mature.dev, vous y trouverez toutes les informations sur les épisodes ainsi que des ressources à télécharger. Merci, à bientôt.